la salle des alambics se trouve dans mon dos, on ira dans quelques minutes. Avant, je voudrais vous expliquer rapidement les trois méthodes de fabrication qu'on utilise ici. Il y a la distillation qui est sans doute la plus technique, la macération qu'on utilise pour la fabrication de toutes les crèmes de fruits et les sirops sans alcool. Pour la macération, on utilise ce genre de cuves derrière vous, des cuves qui se trouvent dans le chai, et on fait macérer du fruit frais dans la cuve pendant 3 mois. Ensuite, on filtre, on sucre. Quand je dis on sucre, on ajoute un sirop de sucre et on embouteille. Les crèmes de fruits, ce sont des liqueurs, donc par définition, elles sont alcoolisées, mais elles sont plus concentrées en fruits et en sucre. De ce fait, ce sont d'excellentes bases de kir. Alors voilà la différence que l'on fait entre une crème et une liqueur. Pourquoi vous chez ça de la base? Oui. C'est vrai. Le kir, c'est avec du cassis. Voilà. Disons que ça fait d'excellentes bases de cocktail. Donc pour les sirops sans alcool, c'est complètement différent. On commence par fabriquer une base, un sirop de sucre dans ce chaudron en cuivre avec 400 kg de sucre, sucre blanc de betterave ou sucre de canne biologique. Le mélange sucre plus eau est chauffé par la vapeur d'eau en dessous. Et donc on a un sirop de sucre et à ce sirop on ajoute des jus de fruits, des arômes naturels ou des colorants naturels, mais on ne travaille pas avec les arômes de synthèse. Voilà. Ce sont des sirops là encore très concentrés et d'une certaine qualité. Après la salle des alambics, c'est vraiment le cœur de la distillerie. Cette salle a été reconstruite en 1901. Ce sont les ingénieurs de Gustave Eiffel qui se sont penchés sur le projet. Alors pourquoi la salle a été reconstruite? Eh bien, suite à un grave accident, en juillet 1894, un alambic a explosé. C'était la période où les combiers faisaient fortune avec leur élixir, la liqueur de plante dont je vous ai parlé tout à l'heure. La production était très intense. Les règles de sécurité n'ont pas été respectées et un alambic a explosé, détruisant la salle et mettant le feu au stock d'alcool situé derrière. Et il a fallu à la distillerie plusieurs années pour s'en remettre. Donc la structure métallique n'a pas beaucoup changé depuis le début du XXe siècle. On a juste la disparition d'un escalier sur la droite, mais sinon elle est restée telle qu'elle. C'est toujours avec ces vieux alambics que l'on distille chaque semaine, soit du triple sec, soit de l'absinthe, soit d'autres liqueurs d'épices. Si on ne distille pas aujourd'hui, c'est parce que mes collègues en sont à une autre étape. Et comme on est une toute petite équipe, on ne peut pas tout faire en même temps, donc on ne distille pas tous les jours. Je vous expliquerai ce qu'ils font dans un instant. Alors vous avez peut-être visité des distilleries ailleurs, dans la région de Cognac ou peut-être en Bretagne ou dans l'est de la France. À chaque fois, le principe est le même et bien souvent les alambics sont en cuivre. Après, la forme peut changer suivant les distilleries. Alors on a ici deux beaux spécimens parmi deux plus petits. Les petits alambics contiennent, eux, 350 litres environ. On peut distiller d'un côté du triple sec, de l'autre de l'absinthe, c'est pas un souci puisque chaque alambic est relié à son propre condenseur. Il n'y aura pas de mélange des arômes. Alors on commence toujours par faire macérer les plantes ou les écorces d'orange dans l'alcool. C'est de l'éthanol. De l'alcool neutre, c'est une matière première que l'on achète. On ne produit pas nous-mêmes notre alcool de base. Donc l'alambic est chargé par le haut, alcool plus plante, on laisse macérer. Alors en fonction des liqueurs, le temps de macération varie. Ça va de 1 nuit pour l'absinthe à 48 heures, voire plus pour le triple sec. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, les alambics sont chauffés et comme le chaudron, c'est une chauffe indirecte. Vous voyez, sous l'alambic, il n'y a pas de brûleur, il n'y aura jamais de flamme directement. C'est de l'eau et de la vapeur sous pression. Et ça, c'est vraiment un atout, puisque l'alcool ne subira pas de coup de chauffe. Avec cette vapeur, la chaleur sera constante, plus facile à maîtriser, plus douce. Ça, c'est vraiment un atout pour la qualité du produit final. Donc l'alcool va se mettre à bouillir dans le corps de l'alambic. Les vapeurs vont monter par les cols de cygne. Donc ce que l'on va sentir à ce moment-là, c'est surtout du parfum, des arômes. On ne va pas sentir directement les vapeurs d'alcool. On ne risque pas de s'enivrer en restant dans la salle des alambics en pleine distillation. Les vapeurs donc, montent dans les cols de cygne et traversent le condenseur, ce cylindre métallique. Je vous disais, chaque alambic a son propre condenseur. L'alcool refroidi ressort par une fontaine.
Entre-temps, sous l'effet de la chaleur, les molécules qui composent l'infusion de base se sont séparées. Et ce qui sort là ne ressemble pas à ce qui se trouve là, et c'est là le principe de la distillation. On va pouvoir garder uniquement le meilleur. Et pour savoir ce que l'on doit garder, le distillateur se réfère au pourcentage d'alcool. Et il va diviser l'alcool qui ressort en 3, et pour ça il va utiliser un alcomètre, je vais vous montrer. Voilà l'outil très précieux utilisé par le distillateur. Il est gradué de 0 à 100. Et le distillateur surveille ce pourcentage d'alcool au fil de la distillation. Il va diminuer. Donc au-dessus d'un certain pourcentage, 88% d'alcool, c'est considéré comme l'alcool de tête. C'est trop fort, trop gras. C'est pas bon pour faire de la liqueur. Ensuite arrive ce qu'on appelle le cœur de chauffe, là où se concentrent les meilleurs arômes, entre 46 et 88 degrés. Et en fin de distillation, ça contient un petit peu plus d'eau, moins d'arômes, moins de parfum, moins d'alcool. C'est ce qu'on appelle l'alcool de queue. Donc il sépare en 3 barils différents, la tête, le cœur et la queue. Et pour faire du triple sec, il faudra redistiller le cœur de chauffe 2 fois. Voilà pourquoi ça s'appelle triple sec. C'est une liqueur d'orange distillée 3 fois. Voilà. Donc le terme triple sec, c'est le terme générique. Après, il existe différentes marques. Donc une distillation, ça peut durer entre 4-5 heures et un petit peu plus de 7 heures pour un gros alambic comme ça. Ça demande de la concentration. Avez-vous des questions concernant le côté vraiment technique de la distillation? Alors, où vous le placez, celui-là? Ah, l'alcomètre, là, dans la fontaine. Alors, là, si vous voulez voir, c'est plus accessible. Le distillateur, il le laisse flotter ici. Voilà. Là, je ne vais pas le lâcher parce que je ne veux pas le casser, mais l'alcomètre flotte dans la fontaine. Et il flotte plus ou moins haut, voilà, suivant le pourcentage d'alcool. Alors, je vais vous montrer maintenant je disais, autrefois, les oranges arrivaient à Saumur par bateau. C'est plus le cas aujourd'hui. Les oranges, plutôt les écorces, arrivent par camion dans des grands sacs comme celui-ci. Mais les écorces, arrivent déshydratées. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des écorces d'orange amère. Elles auront toujours cette couleur, même quand le fruit sera mûr. Alors faites une expérience. Prenez un morceau, sentez-le. Vous allez remarquer que ça ne sent pas grand-chose. Cassez-le et sentez-le une deuxième fois. Vous allez remarquer les odeurs, le parfum que ça renferme, toutes les petites capsules aromatiques qui se trouvent encore dedans. Allez-y, faites l'expérience. Ah oui, ça sent quelque chose. Ça sent bon, hein? Comment ça sent rien? Non, mais tu l'as coupé avec la santé. Bah si, tu sens là. Vous sentez l'orange? Au début, tu sens rien. Oui, au début, ça sent rien. Voilà, c'est ça. Et quand on le casse, je vais vous aider. Bon, je vais prendre un petit échantillon juste derrière parce que là, le sac n'est pas accessible. Merci beaucoup, regarde. Regardez la différence d'épaisseur entre les deux variétés. Ah oui, oui. Voilà. L'orange amère a une grosse peau blanche, un zeste très épais. Alors, après réhydratation dans l'eau, on procède au zestage manuel et c'est ce que mes collègues sont en train de faire. Ils sont en train de passer les morceaux un par un dans la machine. Équipée d'une lame de rasoir, elle va séparer proprement le zeste et la peau blanche. Tout à fait. Comme pour les cakes anglais. Le zestage, oui, on sait qu'on doit s'arrêter à la peau blanche qui n'est pas très agréable en bouche, exactement. Donc ça, c'est plus un secret puisque c'est une étape que l'on dévoile à chaque visite, mais c'est tellement long et assez répétitif qu'on se doit de la valoriser parce que c'est ce qui fait toute la différence. On va aller les voir justement, ce sera plus concret. Ça, on le remet là. Vous vous souvenez des morceaux d'écorce que vous venez de manipuler? Regardez après réhydratation ce que ça donne. Ça fait combien de temps pour les réhydrater comme ça? Une bonne nuit en général. Vous voyez? Et donc là, ils vont passer les morceaux un par un. Vous avez dans le bac à gauche
ça c'est du fenouil. Ah ouais. Fenouil, c'est de l'anis, quoi. Alors, on va reprendre les sacs. Non, je sais pas. On disait que ça rendait fou, qu'une molécule un peu particulière pouvait provoquer des hallucinations. Cette molécule, c'est la thuyone. Il faut savoir que l'absinthe a été interdite à l'époque où l'alcoolisme était un véritable fléau. À cette période, l'absinthe coûtait moins cher que le vin. Et c'est surtout sous la pression des ligues anti-alcooliques des vignerons que l'absinthe a été interdite. Parce que ce principe actif, cette thuyone, elle est présente dans d'autres plantes comme le génépi par exemple. On n'a jamais dit que le génépi rendait fou. Le problème de fond c'était l'alcoolisme et on a voulu dire que c'était l'absinthe le souci. Donc ça a été interdit jusqu'en 88, ça n'a pas empêché la production clandestine, au contraire faire de l'absinthe dans son garage ou sa cave c'était un acte de résistance, ça n'a pas empêché la production clandestine. En 88, l'État est revenu sur cette loi autorisant l'absinthe sous le terme boisson spiritueuse à base de plantes d'absinthe, liqueur à base de plantes d'absinthe, ce qui n'est pas franchement valorisant pour le produit. Absinthe, c'était une façon de contourner justement contourner non, de commercialiser le produit tout en étant dans les rails. Absinthe. Et souvent en dessous c'était écrit spiritueux à base d'absinthe. Voilà. On ne pouvait pas écrire absinthe clairement. Mais seulement depuis 2011, on peut écrire absinthe puisque la loi a été abrogée. Voilà comment ça a évolué. Il n'a jamais été question de modifier la plante ou de lui retirer quoi que ce soit. Ça, c'est une rumeur. Nous distillons toujours avec une plante d'absinthe qui n'a jamais été modifiée. Alors la plante, là, à l'heure actuelle, elle est cultivée à 40 km de Saumur, près de Baugé, et la récolte a eu lieu le week-end dernier. Et on va recommencer début août. Donc, elle va sécher tout l'hiver dans le grenier d'une vieille maison et on va pouvoir l'utiliser toute l'année. Alors c'est toujours distillé avec des graines de fenouil. Voilà, des graines assez longues. Le fenouil a un goût anisé, hein. C'est bon avec le poisson notamment. Et de la graine d'anis. Au départ, on effectue une macération d'une nuit de ces trois ingrédients. Absinthe, fenouil, anis. Une distillation unique. Voilà. Et pour obtenir la couleur verte, il faut bien lui garder son petit nom de fée verte. Alors, on ajoute une infusion de plantes et d'épices. Là, vous avez de la camomille devant vous, la valladise. On peut aussi rajouter un petit peu de réglisse, de mélisse citronnée. On fait intervenir pas mal de plantes pour l'absinthe. Donc méfiez-vous des absinthes faites maison par macération de la plante dans l'eau de vie. C'est pas vraiment de l'absinthe.